Oligarchy Watch vous présente le portrait de Bernard-Henri Lévy. Ce Sayan est un écrivain, philosophe, cinéaste, homme d'affaires et chroniqueur français. À aucun moment il n'apparaît homme politique et du coup on peut se demander de quel droit il intervient dans tous les conflits internationaux. BHL est issu d'une famille juive d'Algérie. Il est né dans la ville de Benissaf. L'un de ses arrière-grands-pères maternels était le rabbin de la ville de Tlemcen, à l'ouest du pays. Son père, André Lévy, est originaire de Mascara et à 18 ans, il s'engage pour la défense de l'Espagne républicaine avant de combattre au sein du 2e bataillon de marche sous les ordres du général Diego Brosset. Sa mère est née Dina Siboni. Il fait ses études secondaires au lycée Pasteur de Neuilly, puis 2 années de classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand. C'est à ce moment-là, en 1967, qu'il effectue son premier voyage en Israël. Une fois de retour à Paris, lorsque la guerre des 6 jours a éclaté, Lévy se rend au consulat d'Israël à Paris pour rejoindre les forces israéliennes qui repoussaient la coalition arabe. Le conflit prit fin avant que Lévy ne puisse servir. Mais son intérêt pour le Moyen-Orient avait été piqué. En 1968, il est reçu à l'École normale supérieure, où il a comme professeur de philosophie Jacques Derrida et Louis Althusser. En 1971, il est reçu 8e à l'agrégation de philosophie. En 1973, il est nommé chargé de cours à l'Université de Strasbourg, où il enseigne l'épistémologie, c'est-à-dire l'étude critique des sciences. Pour BHL, la mission du philosophe est d'intervenir dans les débats contemporains. Le modèle dont il se réclame est celui de Sartre, le philosophe investi dans les événements et les luttes de son temps, pour qui le monde est aussi bien un terrain d'étude que d'intervention pour la philosophie. Il ne pense pas que le rôle de la philosophie soit de donner un sens au monde. Il veut faire de la philosophie un instrument de la lucidité. Il constate que les questions existentielles, telles la vie, la mort, la souffrance, sont insolubles. Il en résulte, selon lui, que la fonction de la philosophie est d'explorer et non de résoudre ces grands problèmes humains. En 1974, il crée la collection Figures chez Grasset du groupe Lagardère, inaugurée par des livres de Jean-Paul Dolé et de Philippe Nemo. Il se forme alors chez Grasset un nouveau courant philosophique qui rassemble différents auteurs réunis autour de l'idée qu'ils s'opposent fermement au schéma totalitaire. Ils veulent définir une nouvelle perspective de la pensée. Ils appelleront ce courant les nouveaux philosophes. Une des figures sera André Glucksmann, le père de Raphaël, un des futurs participants du Cercle de l'Oratoire, un cercle de réflexion atlantiste et néoconservateur créé après le 11 septembre. Étant passé par le maoïsme, mais l'ayant quitté, André Glucksmann appelle à entreprendre une critique de fond du marxisme à partir d'une réflexion sur le totalitarisme. En 1977, BHL présente son livre « La barbarie à visage humain » et fait une critique du rationalisme. Voilà ce qu'il écrit. « Chacun sait, aujourd'hui, que le rationalisme a été un des moyens, un des trous d'aiguille, par quoi s'est faufilée la tentative totalitaire. Le fascisme n'est pas issu de l'obscurantisme, mais de la lumière. Les hommes de l'ombre, ce sont les résistants. C'est la Gestapo qui brandit la torche. La raison, c'est le totalitarisme. Le totalitarisme, lui, c'est toujours drapé des prestiges de la torche du policier. Voilà la barbarie à visage humain qui menace le monde d'aujourd'hui. » Bon, en réalité, l'objectif est de diffuser un état d'esprit anticommuniste sur la population afin de suivre l'ère du temps et d'accompagner la libéralisation de l'économie. BHL cherche sans cesse à justifier l'enrichissement et nous fait régulièrement des odes à l'argent durant ses discours. Vous pouvez le voir dans notre documentaire sur Drahi. De plus, à l'ère de Giscard, c'est une bonne façon de faire avancer les mentalités pour préparer l'arrivée du socialisme avec Mitterrand,
avec qui il est déjà en contact, par la suite. En 1985, la CIA note dans l'un de ses rapports que l'influence de Bernard-Henri Lévy et des nouveaux philosophes, devenus des personnalités médiatiques à sensation, grâce aux émissions de télévision et de radio à teneur intellectuelle dont les Français raffolent, avait contribué à gagner la bataille de l'opinion en France. Ce climat permettrait notamment de couvrir le soutien des États-Unis à des dictatures et groupes paramilitaires anticommunistes en Amérique centrale. La même année, il obtient le prix Médicis pour son premier roman, Le Diable en tête, publié chez Grasset. Marie-France Barrier l'accuse alors de plagiat et lui réclame un franc symbolique de dommages et intérêts. Pourtant, BHL sera relaxé par le tribunal. En novembre 1988, il reçoit le prix Interallié pour son roman Les derniers jours de Charles Baudelaire, publié chez Grasset. En mai 90, il lance et dirige une revue littéraire intitulée La règle du jeu, qui existe toujours aujourd'hui. L'idée lui serait venue le soir de la chute du mur de Berlin. En juin 2000, il collabore avec Alain Finkielkraut et Benny Lévy à l'Institut d'études lévinassiennes à Jérusalem, sur la pensée et l'œuvre du philosophe Emmanuel Lévinas, un philosophe juif d'origine lituanienne, un grand lecteur de la Torah et du Talmud, qui se présentait plutôt comme un juif pratiquant la philosophie que comme un philosophe juif. Ce lieu a pour objectif d'être un endroit dans lequel les juifs, divisés par les positions qu'ils adoptent dans le monde extérieur, peuvent coexister, se contester, se comprendre. Ce sera l'occasion de rencontrer Yitzhak Rabin, Shimon Peres, Ehud Olmert ou encore Benjamin Netanyahou. En mai 2003, il publie Qui a tué Daniel Pearl aux éditions Grasset, qui raconte l'histoire du journaliste américain pris en otage et assassiné par Al-Qaïda. Mais BHL ne doute de rien et en citant les noms de ses informateurs pakistanais, il expose ceux-ci aux représailles des talibans. Pas de problème. Ce livre est également critiqué par des spécialistes comme William Darlimple pour ses erreurs factuelles ainsi que pour le manque de rigueur et de compétences sur le sujet de son auteur. Il accuse BHL de confondre certaines villes et de donner ainsi une image détestable de l'histoire. Quant à Madame Pearl, elle qualifie le livre de viol littéraire et déclare que BHL est un homme dont l'ego détruit l'intelligence. En 2010, 2 de ses livres sont des gros flops, dont Pièce d'identité, dans lequel il combat les souverainetés nationales et incite les politiciens à embrasser la loi du marché et la mondialisation, arguant que l'anti-américanisme est une métaphore de l'antisémitisme. Au nom de l'idée du juif d'affirmation, il incite également les juifs au repli communautaire, tout en fustigeant les juifs assimilés. En mai 2011, Bernard-Henri Lévy, Alexandre Adler, Caroline Fourest et quelques autres sont accusés d'être des intellectuels faussaires par Pascal Boniface, le président de l'IRIS, qui consacre un chapitre de son livre « Les pompiers pyromanes » à BHL et à ce qu'il considère être les multiples mensonges contre-vérités de ce dernier. Encore en 2011, paraît son livre « La guerre sans l'aimer » aux éditions Grasset, la chronique d'un écrivain et philosophe devenu activiste et émancipateur d'un peuple au cœur du printemps libyen. Il affirme le 11 novembre 2011 s'être engagé en Libye en tant que juif et sioniste. J'ai porté en étendard ma fidélité à mon nom et ma fidélité au sionisme et à Israël. En 2012, il reçoit le prix littéraire Saint-Simon. Le saint-simonisme est un courant de pensée qui est à l'origine du terme révolution industrielle et qui porte les valeurs du travail et du progressisme à travers l'histoire. BHL n'a jamais été un élu de la République. Pourtant, il se mêle de la politique depuis le début des années 70. Il a fait partie des gens qui ont porté Mitterrand. Oui, jusqu'en 1976, il fait partie des conseillers de Mitterrand au sein du groupe des experts, où il siège en compagnie des personnalités politiques comme Michel Rocard, Laurent Fabius ou Édith Cresson.
Son courant de pensée des nouveaux philosophes n'a donc rien de désintéressé. Il y a une réelle volonté de changer les mentalités afin de faire éclore le socialisme en France. En 1979, il fait un nouveau voyage en Israël et rencontre le premier ministre de l'époque, Menahem Begin. En 1980, BHL et son copain Marek Alter créent le Comité des droits de l'homme, qui milite pour le boycott des Jeux olympiques d'été de 1980, qui ont lieu à Moscou. Eh oui, c'était déjà comme ça à l'époque. En 1981, il couvre la guerre au Liban pour le journal Le Monde. Il y retournera en 2006 au moment du deuxième conflit entre le Liban et Israël. En septembre 1981, BHL part au Pakistan avec Marek Alter et Renzo Rossellini afin de remettre aux résistants afghans 3 postes émetteurs radio achetés par le Comité des droits de l'homme et utilisés par Radio Kaboul, qui appelle à la résistance armée contre l'occupation soviétique. Il prétend alors qu'il a rencontré le commandant Massoud, ce qui sera démenti par la suite. Bernard-Henri Lévy invite avec insistance l'OTAN à appuyer les moudjahidines afghans et s'invite au journal télévisé de TF1. Il faut accepter de penser que, comme tous les résistants du monde entier, les Afghans ne peuvent vaincre que s'ils ont des armes. Ils ne pourront vaincre des chars qu'avec des fusils mitrailleurs. Ils ne pourront vaincre les hélicoptères qu'avec des Sam-7. Ils ne pourront vaincre l'armée soviétique que s'ils ont d'autres armes, que celles qu'ils parviennent à ravir à l'armée rouge. Bref, si l'Occident, là encore, accepte de les aider. Je vois que nous sommes aujourd'hui dans une situation qui n'est pas très différente de celle de l'époque de la guerre d'Espagne. En Espagne, il y avait un devoir d'intervention, un devoir d'ingérence. Je crois qu'aujourd'hui, les Afghans n'ont de chance de triompher que si nous acceptons de nous ingérer dans les affaires intérieures afghanes. Bon, bien sûr, c'était l'avis du moment, parce que ça n'empêchera pas par la suite d'appuyer avec ferveur l'intervention occidentale en Afghanistan consécutive aux attentats du 11 septembre 2001. En 1985, BHL, accompagné de Revel et Glucksmann, signe une pétition parue dans le journal Le Monde qui demandait au Congrès des États-Unis de reconduire l'aide américaine aux Contras au Nicaragua, des groupes armés en guerre contre le gouvernement sandiniste. Le but est d'encourager Ronald Reagan à continuer à soutenir ces groupes armés qui s'illustreront dans des crimes de guerre. Ceci débouchera sur un scandale majeur de l'ère Reagan, l'affaire Iran-Contra. En 1991, lorsque Saddam Hussein a commencé à envoyer des missiles Scud en Israël, Lévy a obtenu une rare interview d'Isaac Shamir, le Premier ministre de l'époque, un grand sioniste. Cet article a été publié dans le 4e numéro de la revue de Lévy, La règle du jeu. Le 27 juin 1992, BHL apprend par Hubert Védrine que Mitterrand a suivi ses conseils et s'est envolé pour la Yougoslavie. En effet, BHL avait demandé à François Mitterrand de soutenir le président de la République de Bosnie-Herzégovine, Alija Izetbegović, isolé dans le Sarajevo assiégé. BHL va soutenir avec ferveur les Bosniaques musulmans et va réaliser un documentaire, Un jour dans la mort de Sarajevo, diffusé sur France 3, ainsi qu'un film, Bosna, qu'il présentera au Festival de Cannes. Puis, dans son élan, à l'occasion des élections européennes, il lance l'idée de la liste « L'Europe commence à Sarajevo », dirigée par Léon Schwarzenberg. Elle comprend, outre Bernard-Henri Lévy, Romain Goupil, Pascal Bruckner, André Glucksmann, Michel Polack, Alain Touraine et d'autres. Le 30 mai, à quelques jours des élections, Bernard-Henri Lévy annonce le retrait de la liste, déclarant « L'effet a atteint tous les objectifs possibles. On ne peut pas faire mieux. Le but n'a jamais été d'envoyer 5 députés pro-bosniaques à Strasbourg, mais de faire que chaque député européen ait la Bosnie en tête. » Maintenue par Léon Schwarzenberg, cette liste, qui avait été créditée un temps de 12% d'intention de vote, obtiendra finalement 1% des suffrages exprimés. En 1998, lors de la guerre d'indépendance du Kosovo, BHL œuvre auprès des militants kosovars albanais, des organisations humanitaires, de l'OTAN et des médias pour alimenter l'idée de génocide effectué par les forces yougoslaves et ainsi justifier la guerre.
Ce fut un beau carnage, puisque le Kosovo fait aujourd'hui partie des pays les plus pauvres d'Europe, gangrénés par la corruption, la partition ethnique, les trafics et l'islamisme radical. Pendant l'automne 97, sous l'impulsion du général Liamin Zeroual, le régime militaire algérien souhaite redorer son image de marque à la suite d'une série de massacres. Jacques Lang et le ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine soutiennent alors le régime algérien. Hubert Védrine contacte Bernard-Henri Lévy, qu'il connaît bien, et le recommande en Algérie pour en donner une meilleure image sous l'égide du journal Le Monde, journal dirigé par ses amis fidèles, Jean-Marie Colombani, qui s'est distingué pour avoir fait publier des articles de désinformation sur le génocide des Tutsis au Rwanda, et par le directeur de rédaction, Edoui Plenel. En novembre 2006, il soutient d'abord Dominique Strauss-Kahn lors de la primaire interne du Parti socialiste, qui doit désigner le candidat du parti pour l'élection présidentielle, mais rejoint finalement la candidate choisie par le Parti socialiste, Ségolène Royal, dès le mois de janvier 2007, la considérant comme courageuse. Il la soutiendra toute la campagne. Le 27 février 2010, Ségolène Royal publiera en une du journal Le Monde un article intitulé « BHL François Mitterrand, la meute et moi », où elle volera au secours de son ami, victime à ce moment-là d'attaques particulièrement virulentes. En octobre 2007, il se trouve alors, selon Libération, une nouvelle activité. Bon, pas si nouvelle que ça en réalité. Dresseur d'éléphants socialistes. Son objectif avoué est de propulser celle qu'il a rencontrée via Fred Vargas, Ségolène Royal, à la tête du parti. Il fait alors du charme à Pierre Moscovici, qu'il verrait bien en tandem avec Royal, à Manuel Valls, auquel il rend hommage dans son livre, à Vincent Peillon, le franc-maçon, c'est rare un intellectuel en politique, et à Arnaud Montebourg. Il publie alors un livre sur le Parti socialiste, Ce grand cadavre à la renverse, chez Grasset. Il y décrit sa vision de la gauche. Pour lui, ce parti appartient à ceux qui sont anticolonialistes par rapport à l'Algérie, portent un jugement positif sur mai 68, lutte contre l'autoritarisme, portent un jugement négatif sur Vichy, lutte contre le fascisme, et qui se reconnaissent dans le combat des Dreyfusards, lutte contre l'antisémitisme. Cependant, toujours selon BHL, la gauche aurait tendance à devenir anti-américaine de façon trop systématique, à se détourner de l'idée de liberté, à devenir complaisante à l'égard d'Al-Qaïda et du Hamas, à cesser d'être universaliste ou internationaliste, devenant chauvine. Il demande donc à la gauche de ne pas céder à la tentation totalitaire. Tous ses adversaires sont accusés de fascisme. Chevènement, Besancenot, Badiou, Ronny Broman ou encore Attaque. Les antifascistes sont donc des fascistes pour M. BHL. Ils se prennent pour qui, ceux-là, à attaquer les États-Unis quand même? Il sortira une version américaine de cet essai sur le socialisme en 2008 chez Random House, une filiale du groupe allemand Bertelsmann. En août 2008, BHL et Raphaël Glucksmann se rendent en Géorgie lors de la guerre d'Ossétie du Sud. BHL publiera par la suite un article de 2 pages dans Le Monde qui sera critiqué par des journalistes qui dénonceront les imprécisions de son témoignage. Lors de la guerre de Gaza de 2008-2009, BHL se rend en Israël, publiant le récit de son voyage dans le JDD. Dans cet article, il constate que la bande de Gaza, évacuée par Israël en 2005 et soumise depuis à un blocus humanitaire, est devenue non l'embryon de l'État palestinien, tant espéré, mais une base militaire avancée. Il accuse la désinformation du village médiatique planétaire en rappelant l'affaire du génocide de Jénine, où les 500 victimes palestiniennes annoncées initialement dans la presse seront en définitive chiffrées à 52. Il conteste également la rumeur du blocus humanitaire, blocus pourtant confirmé par des organismes internationaux. Mais surtout, il témoigne du réel désir de paix de responsables israéliens et palestiniens. Ce témoignage sera qualifié par Akrimd de tract de propagande. En janvier 2009, il publie dans le journal Le Point une note de soutien à Israël, justifiant l'opération Plomb durci.
En 2009, la revue américaine Foreign Policy publie son classement des 100 personnalités les plus influentes au monde. Elle lui attribue la 31e place, notamment devant Dominique Strauss-Kahn à la 33e place, Esther Duflo à la 41e place et Jacques Attali à la 86e place. Cette revue a participé au National Magazine Award la même année et sa candidature était composée de 3 numéros. Un monde sans islam, la pandémie financière à venir et le mythe d'Israël. Le 7 juin 2010, dans un article du journal Libération, BHL et Finkielkraut défendent Israël contre la désinformation et défendent l'attaque israélienne du 31 mai 2010 contre des navires transportant de l'aide humanitaire vers Gaza. Bernard-Henri Lévy défend la position israélienne. Ce que refuse Israël, c'est l'enquête demandée par un Conseil des droits de l'homme des Nations Unies où règnent ces grands démocrates que sont les Cubains, les Pakistanais et autres Iraniens. Entre 2010 et 2013, il va accompagner activement le printemps arabe un peu partout en Afrique du Nord, mais aussi au Moyen-Orient. En Tunisie, en Égypte, au Yémen, au Maroc, en Jordanie et aussi en Libye. En février 2011, il se rend en Égypte. Le 11 mars 2011, il soutient activement la position française au sujet de la révolution libyenne et appuie Nicolas Sarkozy sur la décision d'instaurer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Libye. Il se rend à plusieurs reprises en Libye pour soutenir les rebelles face aux forces de Mouammar Kadhafi. À la suite de la prise de Tripoli par les rebelles en août 2011, il déclare que c'est une victoire car Sarkozy a réalisé en Libye ce que Mitterrand n'avait pas fait en Bosnie. Nathalie Nouguered, du Monde, commenta: pour le philosophe âgé de 63 ans, l'aventure libyenne est l'accomplissement de toute une vie. Il tient enfin le grand roman de la liberté. Après le calvaire de Sarajevo, après l'annulation de la visite de l'Afghan Massoud à Paris, après la non-ingérence armée au Darfour, la Libye, opération réussie. BHL, en nouveau Biron romantique, s'est vu en émancipateur d'un peuple, en toute sincérité. BHL, porte-étendard libyen. BHL, quant à lui, avait déclaré lors de la convention nationale du CRIF, l'hiver précédent, qu'il avait agi dans cette affaire en pensant à l'intérêt de l'État d'Israël. En mai 2011, il apporte publiquement son soutien à Dominique Strauss-Kahn, qui venait d'être accusé de viol sur une employée d'hôtel. Il soutient ensuite Martine Aubry à la primaire socialiste. En décembre 2011, BHL est 22e du classement des personnalités les plus influentes au monde par la revue américaine Foreign Policy. Et c'est à partir de cette année-là qu'il commence à lancer des appels appuyés et répétés pour encourager l'ingérence occidentale en Syrie. Le 15 août 2012, dans un appel solennel au président Hollande, il tresse des lauriers au nouveau chef de la diplomatie française. Il déclare: il y a un grand ministre des Affaires étrangères qui est Laurent Fabius. Il rompt avec les vieilles politiques munichoises qui ont dominé la France pendant si longtemps. Le 1er août 2013, BHL est nommé citoyen d'honneur de Sarajevo pour ses prises de position pendant la guerre de 1992 à 1995. Toujours en 2013, il appelle à un nouveau printemps arabe, cette fois-ci en Algérie. Pas étonnant pour quelqu'un qui a déclaré que les printemps arabes étaient bons pour Israël. En 2014, il estime que Nicolas Sarkozy serait le meilleur rempart au FN et que son retour ferait du bien à la France. Accompagné de George Soros, il lance un appel international pour aider l'Ukraine. Le 9 février 2014, il prononce le premier discours du Maïdan à Kiev en soutien au mouvement pro-européen Euromaïdan, débuté en 2013. Le 22 juillet 2014, soit 5 jours après le crash du vol 17 Malaysia Airlines, il accuse implicitement Vladimir Poutine, apporte son soutien à Petro Porochenko et dénonce le manque de courage de l'Union européenne vis-à-vis du président russe. Le 31 octobre 2014, Bernard-Henri Lévy se retrouve bloqué plus de 4 heures à l'aéroport de Tunis-Carthage en raison d'une manifestation contre sa venue.
Plusieurs dizaines de Tunisiens sont venus l'accueillir à sa descente de l'avion au cri de BHL, dégage! Non aux intérêts sionistes en Tunisie! Les manifestants lui reprochent son intervention en Libye qui aurait semé le chaos dans la région et son soutien inconditionnel à Israël. Ils l'accusent de haine contre les Arabes et les musulmans. Le 22 février 2015, il prononce un discours contre l'antisémitisme à la tribune de l'ONU, concluant son propos par « Un monde sans juifs, non, ne serait plus un monde ». Toujours en février 2015, Bernard-Henri Lévy se rend au Kurdistan irakien, dans la région d'Erbil. Il y rencontre des combattants peshmerga qui s'affrontent aux troupes de Daesh. Il défend dans les médias la cause des Kurdes, en lutte avec la barbarie sans pareille des coupeurs de tête de l'aile, selon lui. Il affirme « Ce sont les Kurdes qui se battent en première ligne contre Daesh. Les seuls, selon lui, qui puissent concrètement venir en aide aux chrétiens d'Orient. » Le 31 mars 2015, il conduit une délégation de combattants kurdes au palais de l'Élysée pour y rencontrer le président François Hollande et le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Il organise le même jour un rassemblement de soutien aux Kurdes au cinéma Le Saint-Germain-des-Prés. En 2016, il se trompe 2 fois en prévoyant successivement l'échec du Brexit et la défaite de Donald Trump. Lors de la campagne présidentielle de 2017, après avoir en vain souhaité que François Hollande se représente, Bernard-Henri Lévy annonce son soutien à Emmanuel Macron, affirmant qu'en dépit de ses réserves, ce dernier lui apparaît comme le meilleur moyen d'écarter ceux qui, dans la hargne ou l'amertume, naufragent la République ou ajournent le moment du sursaut. Fin 2018, lors de la crise des Gilets jaunes, BHL exprime son opposition à ce mouvement dans une série d'articles, en comparant notamment dans un article publié dans Le Point en novembre 2018, ces derniers aux ligards de 1934, pour finir par conclure que les Gilets jaunes ne sont pas le bon peuple, mais le mauvais peuple. En septembre 2021, il est débouté de son recours contre le média Blast. Il réclamait la suppression d'un article selon lequel le Qatar lui aurait versé 9,1 millions d'euros en échange de son soutien. Il fait appel de ce jugement. En 2022, il entraîne la France à suivre l'OTAN en Ukraine pour soutenir des oligarques mafieux sionistes ukrainiens et leurs groupuscules néo-nazis dans une guerre contre la Russie. Pour accompagner son action politique, Bernard-Henri Lévy utilise tous les médias à sa disposition pour faire sa propagande. Le cinéma, le théâtre, la télévision et les journaux. En 1991, grâce à l'appui de Jack Lang, BHL du coup est nommé pour 2 ans président de la commission d'avance sur recettes au cinéma. Il y succède à Françoise Giroud, avec laquelle il écrira en 1993 le livre à succès Les hommes et les femmes. Cette commission est chargée d'attribuer des aides financières aux projets cinématographiques à venir. Ce poste va lui permettre de se faire un bon carnet d'adresses dans le monde du 7e art et d'influer également sur les choix qui seront faits. En juillet 1993, il est nommé président du conseil de surveillance de la chaîne Arte, sur intervention personnelle du président de la République, François Mitterrand. Il l'est toujours aujourd'hui, son mandat étant renouvelé à chaque fois. C'est le plus long mandat du PAF. En 1997, il réalise au Mexique un film de fiction, Le jour et la nuit, mettant en scène son épouse Ariel Dombal, mais aussi Alain Delon, Lorraine Bacal et Carl Zéro. Le scénario fut coécrit par Bernard-Henri Lévy et Jean-Paul Enthoven. Ce film fut un fiasco retentissant, tant critique que public. 73 000 entrées après 2 mois d'exploitation, et demeure à ce jour sa seule tentative de cinéma de fiction. Face à cet échec, BHL regretta en particulier d'avoir été mégalo et d'avoir fait trop grand, trop fort, trop beau, trop tout. Les cahiers du cinéma l'ont qualifié de plus mauvais film français depuis des décennies et ont regretté que de l'argent du cinéma mexicain soit allé à ce film plutôt qu'à des cinéastes mexicains qui auraient mieux su l'utiliser. Ce film est depuis régulièrement cité parmi les plus mauvais films de l'histoire du cinéma, y compris à l'étranger. Depuis début 2007, Bernard-Henri Lévy est actionnaire et membre de surveillance de Libération. En 2008-2009,
Il investit dans Libération aux côtés notamment d'Édouard de Rothschild et Carlo Caracciolo. Le philosophe apporte 113 300 € à une holding rebaptisée Refondation, qui devient le principal actionnaire du quotidien. Il entre aussi au conseil de surveillance, mais l'argent de Refondation est rapidement absorbé par les pertes récurrentes du quotidien. En 2014, Refondation est diluée à zéro au profit de Bruno Ledoux, un des fondateurs et actionnaires de Altis Media Group, le groupe de Patrick Drahi. Aujourd'hui, c'est Dov Alfon qui est le directeur de la direction et de la publication du journal. C'est un ancien agent du Mossad. Le 29 septembre 2009, Bernard-Henri Lévy apporte son soutien à Roman Polanski, réalisateur arrêté le 26 septembre 2009 à Zurich, en Suisse, pour viol sur mineur. BHL, selon ses propos, considérait que c'était un scandale que d'arrêter un homme plus de 30 ans après les faits et que cela n'avait pas de sens. Il fait d'ailleurs signer une pétition sur son site. Le 25 mai 2012, il présente au Festival de Cannes en sélection officielle son film documentaire Le Serment de Tobrouk sur la guerre en Libye, qui mit fin au régime de Mouammar Kadhafi, projeté en séance spéciale et qui sera distribué aux États-Unis par Harvey Weinstein. La réception critique est négative, parlant de documentaire de propagande empreint d'autoglorification et soulignant le narcissisme de l'auteur. Le nombre d'entrées en salle est très faible. En octobre 2014, BHL décide de reprendre le théâtre en lançant tambour battant sa pièce Hôtel Europe au théâtre de l'Atelier, avec Jacques Weber dans l'unique rôle. Très commentée dans les médias, la pièce reçoit la visite de Manuel Valls, François Hollande et Nicolas Sarkozy, ainsi que les éloges de ce dernier. La pièce est cependant jugée sévèrement par la critique. Ainsi, dans Le Monde, Fabienne Darge souligne la pauvreté de l'écriture, son simplisme dénonciateur, sa mise en scène indigente et conclut en se demandant comment la surface médiatique de certains personnages de notre petite comédie intellectuelle française peut être à ce point inversement proportionnelle à leur talent. Le public ne suit pas et la pièce est déprogrammée dès le 16 novembre au lieu du 3 janvier. En juin 2016, Peshmerga, son film documentaire de guerre, sort, après avoir été programmé en sélection officielle par le Festival de Cannes. Tourné de juillet à décembre 2015 sur la ligne de front opposant les combattants kurdes, les Peshmerga, au groupe djihadiste Daesh, le film présente, selon Le Monde, comme dans ses films précédents, une vision du conflit en noir et blanc, avec d'un côté les bons, les bosniaques, les rebelles libyens, etc., de l'autre les méchants, les Serbes, Kadhafi, etc. Le 5 novembre 2018, BHL joue seul en scène à New York, en avant-première, lors d'une unique représentation, sa pièce Looking for Europe, un plaidoyer pour la démocratie contre les populismes, selon lui. En 2019, il entamera une tournée européenne qui sera l'occasion pour lui de débattre avec des dirigeants européens sur l'avenir de l'Europe, notamment à Vienne, un débat avec Sebastian Kurz, à Athènes avec Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, à Kiev avec Petro Poroshenko, le président ukrainien, à Budapest avec Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Enfin, le 21 mai 2019, Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée BHL avec des intellectuels signataires du Manifeste des Patriotes européens. Ce manifeste est paru le 25 janvier 2019 dans Libération. 30 écrivains internationaux, dont plusieurs prix Nobel, ont répondu à son appel afin de tirer la sonnette d'alarme sur la montée des dangers qui menacent l'Europe. BHL se met toujours en avant dans ses documentaires. Il a également fait financer sur des budgets publics plusieurs documentaires sur lui-même, en particulier un documentaire racontant la rénovation de sa villa de Tanger, financé par France 5, ainsi qu'un autre sur la tournée de sa pièce Looking for Europe, financée à hauteur de 730 000 € entièrement par les chaînes françaises, dont 200 000 € par Arte, dont il préside depuis des décennies le conseil de surveillance. BHL est éditorialiste au Point, le journal de son ami Pinault, mais également au Corriere della Sera, au El País de Madrid, ainsi qu'à diverses publications où il commente chaque semaine l'actualité politique, artistique et culturelle. Alors, par exemple, dans le New York Times, Huffington Post, Daily Beast, Haaretz, Aftenposten, Expressen de Stockholm,
New Republic. Comme on s'en doute, Bernard-Henri Lévy, en matière de club mondialiste, think tank, ONG, n'est pas en reste. En 1980, il a participé à la fondation de l'association L'Action internationale contre la faim avec Marek Alter, Jacques Attali, Françoise Giroud et quelques autres. Et c'est lui qui rédigera la charte de l'association. BHL est adoubé par le Bnei Brit, cette haute loge maçonnique réservée aux Juifs, la plus ancienne loge juive internationale, fondée en 1843 et implantée dans 25 pays. Bernard-Henri Lévy y fait son premier discours en 1980. BHL est au CRIF comme à la maison. Voilà un extrait d'un article du CRIF sur celui-ci. Il a toutefois une préoccupation qui domine son œuvre, c'est l'idée du mal. Pour BHL, le XXe siècle est le siècle du mal. Fascisme, totalitarisme, terrorisme et aussi intégrisme sont les visages successifs que ce mal a pris et continue de prendre à l'orée du XXIe siècle. Le CRIF et la LICRA n'hésitent pas à venir en aide à Bernard-Henri Lévy. Ils sont intervenus pour faire retirer un article de Mediapart qui dénonçait la propagande lancée par BHL pour encourager l'intervention en Syrie. L'auteur de l'article, l'académicien algérien Youssef Benzata, écrit « Bernard-Henri Lévy vient de sortir de son trou comme un vampire assoiffé de sang, les dents crochues et la mine vitreuse. Il dit vouloir sauver les enfants syriens. Plus précisément, les enfants épargnés par l'attaque chimique sur la Ghouta, cette banlieue de Damas infestée de terroristes venus de toutes parts et dont le soutien et le financement ne sont plus un secret pour personne, sauf pour Bernard-Henri Lévy et les médias mensonges, pourvoyeurs d'apocalypse et d'anéantissement. » En 2008, à Jérusalem, pour le 60e anniversaire de la fondation d'Israël, BHL s'est mêlé au grand. Le président Shimon Peres, le légendaire diplomate Henry Kissinger ou l'auteur Amos Oz. En 2010, la règle du jeu fête ses 20 ans. Pour l'occasion, beaucoup de personnalités sont venues pour célébrer cette réussite de BHL. David de Rothschild, Laurent Fabius, Serge Ebed Klarsfeld, Pierre Berger, Ariel Schwab, la directrice de l'UEJF, Roman Polanski, Yann Moix, Philippe Solers, Mazarine Pinjot, Christine Angot, Alexandre Adler, Siem Apchi, la présidente de Ni Pute Ni Soumise, Daniel Thompson, Pascal Bruckner, Alain Delon, Eliette Abécassis, Xavier Niel, Simone Veil, Patrick Bruel, Caroline Fourest, Fred Vargas, Jean-Paul Enthoven, Thierry Ardisson, Marc-Olivier Fogiel, Laurent Geoffrin de Libération, PPDA et son frère Olivier Poivre d'Arvor, le patron de France Culture, Philippe Starck, Jean Lacouture, Étienne Moujotte, le directeur du Figaro, Maurice Safran, directeur de Marianne, Carole Bouquet, Philippe Val, Olivier Jay, le directeur du Journal du Dimanche, Éric Fotorino, directeur du Monde, Vincent Lindon, Monique et Jacques Lang, Serge Wimbert, Lionel Jospin, Bruno Le Maire, David Kessler, François Bayrou, Georges Kiechman, Jean-Michel Darrois, Françoise Bettencourt et son mari Jean-Pierre Meyer, Ariane Chemin, Claude Lanzmann, Carl Zéro, Marc Tessier, Patrice Duhamel, deux anciens patrons de France Télévisions d'ailleurs, Jean-Pierre Mocky, Bernard Lavillier, Bernard Kouchner, Nicolas Brimeau, le patron du Canard enchaîné, Aurélie Filippetti, Arnaud Montebourg, Daniel Cohn-Bendit, Romain Goupil, Jean-Pierre Elkabbach, Bertrand Delanoë, l'ancien maire de Paris, Frédéric Mitterrand et Christophe Barbier et beaucoup d'autres, mais on va arrêter la liste ici.
Le 16 mai 2017, il reçoit le titre de docteur honoris causa de la part de l'université Bar-Ilan pour plus de 40 ans de contributions influentes au peuple juif et à sa nation. C'est la troisième fois qu'il reçoit ce prix. Il en a eu un à Tel Aviv en 2002 et à Jérusalem en 2008. Ces universités sont financées par les plus grands défenseurs d'Israël et sont à la pointe en matière de recherche en intelligence artificielle. Voici le discours qu'il prononce. Je suis venu en Israël pour la première fois à la fin de la guerre des 6 jours. Je suis revenu en 1973. J'étais ici pendant la guerre avec le Liban, ou encore une fois quand les Scuds volaient. Je suis ici aujourd'hui alors que vous faites face à une autre guerre, la plus longue de toutes, la plus coûteuse en termes de vie juive, la plus laide de l'histoire d'Israël, la plus ruineuse pour l'image et la crédibilité morale de la nation. Jamais, me semble-t-il, Israël n'a été aussi seul. Jamais autant le paria sauvage de la communauté agitée des nations, comme prophétisé dans nos textes sacrés, à cet Israël stigmatisé comme satanique, comme nazi, à un Israël imparfait, bien sûr, comme toute nation en guerre, mais qui ne mérite en aucun cas les torrents, la haine et l'hystérie dirigées contre lui. À cet Israël, je suis heureux de déclarer une fois de plus, comme plusieurs fois auparavant, ma solidarité en tant que juif et citoyen français. Dans un article du Point de janvier 2022, il fait part de son voyage aux États-Unis et du fait qu'il soit reçu par 3 importants think tanks, l'Atlantic Council, le Middle East Institute et le Hudson Institute. Il est également auditionné par le United States Senate Committee on Foreign Relations et il est reçu par le Congrès américain. BHL est prétendu millionnaire, mais il est impossible d'évaluer sa fortune, et il est évident qu'elle est bien plus importante que ce qu'il prétend. Il est même possible qu'il soit milliardaire. En 1946, son père s'installe à Casablanca, dans le quartier d'Anfa, et fonde au Maroc la BECOB, une société d'importation de bois précieux africains, de Côte d'Ivoire et Cameroun, et de résineux, Finlande, URSS ou Roumanie. Guy Carlier en a été le directeur financier des années 70 jusqu'à 1982. Il va de soi que ce genre d'entreprise implantée en Afrique, comme celle de Pinault ou Bolloré, s'assoit sur les principes de respect de l'homme et de la nature. Destruction des écosystèmes, conditions de travail épouvantables, villages insalubres, etc. En 1986, l'entreprise rencontre des difficultés et BHL avoue avoir fait appel à Pierre Bérégovoy, le ministre des Finances de Laurent Fabius, qui s'est engagé à lui décrocher un prêt participatif. Mais entre-temps, la droite a remporté les législatives. Il faut donc obtenir de Jacques Chirac, nouveau Premier ministre, qu'il tienne les engagements souscrits par le gouvernement de Laurent Fabius. Pas facile. Bernard se démène auprès de la Chiraki. Lui-même et son père déjeunent avec le maire de Paris. Un prêt participatif de 40 millions de francs est octroyé à la BECOB par le Crédit National, banque gérée par le Trésor, que Jean-Claude Trichet dirige alors. Pour la BECOB, le prêt présente de très nombreux avantages. Au décès d'André Lévy, en 1995, son entreprise, la BECOB, réalise alors 450 millions d'euros de chiffre d'affaires et Bernard Henry en est déjà vice-président du conseil de surveillance. 2 ans plus tard, la famille Lévy cède les 76,9% qu'elle détient dans la BECOB, à l'insu de ses actionnaires, à Pinault Bois et Matériaux, une filiale du groupe PPR, devenue aujourd'hui Kering, pour 49 millions d'euros, montant versé à la holding familiale Fina 2, répartie entre les 3 enfants d'André Lévy, rapidement absorbée par la nouvelle holding Fina 4, puis une autre baptisée BPL Finance, acronyme de Bernard et Philippe Lévy, qui fait l'objet d'opérations financières complexes. En mars 1998, le magazine Entrevue décide d'envoyer une équipe enquêter sur la BECOB, mais leur reportage ne sera jamais publié, BHL étant intervenu directement auprès de Jean-Luc Lagardère, propriétaire du journal, pour faire passer le reportage à la trappe. Cette fortune a été complétée au fil des années par des placements boursiers, facilités par son intimité avec les grandes fortunes du CAC 40. Ces placements les plus notables comportent notamment Jebers Négoce, une société qui exporte sucre, farine ou riz vers l'Afrique,
Sanothek, une chaîne de salles de sport à l'enseigne Body Hit, les éditions d'Arrêt, société d'un styliste proche d'Ariel Dombal, ou encore le quotidien Libération. En 2000, la commission des opérations de bourse le soupçonne de délit d'initié et de renvoi d'ascenseur croisé. Un analyste déclare alors dans Le Parisien qu'il est difficile de savoir si ces activités génèrent d'importants bénéfices, car ces sociétés civiles immobilières ne sont pas obligées de déclarer leurs résultats. En 2001, BHL crée une nouvelle société aux initiales de son père André, AL Industries, pour investir dans le rachat de Picard, aux côtés du fonds britannique Candover, Claude Bébéard, Jean-Louis de Nicolet, futur sénateur LR, Bertrand Collomb, PDG de Lafarge, Richard Ortiz, héritier du groupe propriétaire de Mico et Vivagel, et une mystérieuse société panaméenne, Interinvest Atlantic Inc. BHL prend un petit ticket, 1,55 million d'euros, dans le rachat par LBO de la chaîne de surgelés, alors valorisée 920 millions d'euros. À peine 3 ans plus tard, Picard est revendu au fonds BC Partners sur une valorisation de 1,3 milliard d'euros. La société de BHL empoche alors 2,3 millions d'euros de dividendes. Pour effectuer ses achats et ventes, BHL peut compter sur les conseils de son ami Alain Minc, entre autres, son conseiller en affaires, un homme très proche de David de Rothschild. Il fait partie de la bande de copains de chez Yves Saint Laurent, maison dans laquelle se croisent Pierre Berger, François Pinault, Xavier Niel et d'autres. BHL est aussi un grand spéculateur de l'immobilier. Son appartement parisien dans le quartier Saint-Germain est valorisé à 5,4 millions d'euros dans sa déclaration d'ISF pour 2009. Cependant, lors d'un contrôle, le fisc estime que celui-ci vaut au moins 6,2 millions d'euros et inflige un redressement fiscal à l'écrivain. L'appartement sera finalement revendu 7,1 millions d'euros en 2010. BHL ayant entre-temps acquis 3 autres pieds-à-terre dans le quartier et un autre dans le quartier de l'Élysée. En 1998, BHL rachète à son ami Alain Delon le riad du palais de la Zaya pour 2 millions d'euros. Il acquiert ensuite une villa à Saint-Paul-de-Vence en 2002 qu'il revend en 2014 pour 4 millions d'euros. À Tanger, il rachète en 2000 un palais mort de 620 mètres carrés au sommet d'une falaise face à Gibraltar, au point précis où se côtoient la mer Méditerranée et l'océan Atlantique, selon ses mots. Une ancienne maison close qu'il fait redécorer par André Putman. Elle est mise en vente en 2017 sur le site de Christie's International Real Estate, la maison de vente aux enchères de son ami Pinault. Bernard-Henri Lévy est très ami avec François Pinault, considéré comme son père adoptif. Celui-ci n'a d'ailleurs pas hésité à éponger la dette de SOS Racisme, dont BHL est l'un des parrains. C'est celui-ci qui rachètera l'entreprise familiale. Il utilise beaucoup son journal Le Point pour soutenir BHL en toute situation et lui fait bénéficier d'une place d'éditorialiste. Pour justifier son intérêt pour les capitaines d'industrie, BHL écrit dans un de ses livres « Au cœur du fascisme français, il y a la haine de l'argent ». Bernard-Henri Lévy est proche de nombreuses grandes fortunes françaises, comme Liliane Bettencourt, qui fut présente à son mariage, Jean-Luc Lagardère, dont il prononça l'éloge funèbre, Alain Minc, Jean-Baptiste Descroix-Vernier, Thomas Kaplan, un milliardaire américain qui a fait fortune dans les mines d'or et d'argent, Pierre Berger et Xavier Niel, ses copains d'Yves Saint Laurent, Françoise Bettencourt, Meilleur, Maurice Lévy, Serge Wimbert, François Henrot, Anne Sinclair, Bernard Kouchner, Claude Guéant, Jean-Paul Enthoven, Bernard Pivot, Jacques Chancel, Dominique de Villepin ou encore Anne Méot. Il y a aussi le frère d'Ariel Dombal, Gilbert Sonnery, qui est un des dirigeants du groupe de textile J.B. Martin Company. François Mitterrand évoque Bernard-Henri Lévy dans son livre L'abeille et l'architecte. J'ai connu Bernard-Henri Lévy alors qu'il venait d'entrer à Normale Supérieure. Je me flatte d'avoir pressenti en ce jeune homme grave le grand écrivain qu'il sera. Un danger le guette,
la mode. Mais la souffrance, amie des forts, le sauvera. Tout l'y prépare. Je ne m'inquiète pas de ce goût de plaire qui l'habite et l'entraîne aujourd'hui hors de son territoire. Quand il s'apercevra qu'il possède en lui-même ce qu'il cherche, il y reviendra à sa rencontre. Alors un petit mot sur le reste de sa famille. Alors il a un frère et une sœur, Philippe et Véronique. Véronique est convertie au catholicisme depuis 2012. En septembre 1974, il a une fille de sa première union avec le mannequin Isabelle d'Outre-Luigne. C'est Justine Lévy. Ils divorcent la même année. Après s'être rendu coupable de cambriolage pour financer son addiction à l'héroïne, Isabelle d'Outre-Luigne est incarcérée et ne reprendra pas la garde de sa fille. Elle décédera en 2004. Justine Lévy est aujourd'hui éditrice et écrivaine. En 1980, il épouse Sylvie Bouscasse, une éditrice. François Mitterrand est témoin de mariage. De leur union naît la même année un fils prénommé Antonin Balthazar Solal. Ils divorcent quelques années plus tard. Antonin Balthazar Solal, qui est aujourd'hui avocat associé dans le cabinet Metzner, est très impliqué dans l'aide à l'intégration des demandeurs d'asile. Il a défendu Ramayad, poursuivi pour faux et usage de faux et inscription indue sur une liste électorale, et est depuis 2012 l'avocat de François Fillon. Il défend aussi Audrey Pulvar dans le conflit qui l'oppose aux Inrecuptibles. En 1993, BHL épouse l'actrice Ariel Dombal. Mais ça ne l'empêche pas, entre 2006 et 2013, d'avoir officiellement pour maîtresse Madame Daphne Guinness, la riche héritière du fabricant de bière irlandais. Bon voilà, nul besoin de conclusion je pense. Les faits parlent d'eux-mêmes, donc notre équipe souhaite vous laisser faire vos propres conclusions par rapport aux faits qui vous ont été énoncés dans ce documentaire. Enamorado.